Les gens sont mécontents, les gens sont furieux quand ils ont appris l'existence de ce projet de loi proposé par deux ténors de FCC qui veulent, en résumé, mettre en mal les prérogatives du Conseil de la magistrature, limiter les pouvoirs des magistrats. Info 243. Les gens de FCC. Et donc, quand on parle du contrôle de la Cour constitutionnelle, on voit tout de suite l'ombre de la CNI. Les moments venus, certainement, on risque d'avoir un contrôle de cette même CENI. Info 243. Que ce n'est pas seulement les magistrats qui sont visés, mais aussi, ça a tout l'air que l'objectif, c'est de pouvoir contrôler également la Cour constitutionnelle par des jeux de nomination. Info 243, la référence de l'actualité. Une question d'actualité avec un invité, revenir éclairer également l'opinion. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Entre nous. Nous allons revenir aujourd'hui sur des questions d'actualité avec le directeur de la communication du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Il s'agit bien de monsieur Jean-Pierre Wafouana. Avec lui, nous allons essayer de parler surtout, de revenir sur des questions d'actualité. Monsieur Jean-Pierre Wafouana, bonsoir. Bonsoir, monsieur Olkonka. La première question est de savoir aujourd'hui, vous savez déjà, les réseaux sociaux très alimentés, la rue également alimentée, surtout certains militants ont réchauffé encore le siège malgré la Covid-19 sur cette loi, proposition de loi Mina Kusakata. Quelle lecture faites-vous? D'abord, merci de me donner cette opportunité. Vous jugerez par vous-même. Vous parliez tantôt de la réaction de la rue, mais également de tout ce qu'on est en train de vivre sur la toile. Apparemment, les gens sont mécontents, les gens sont furieux quand ils ont appris l'existence de ce projet de loi proposée par deux ténors de FCC qui veulent, en résumé, mettre en mal les prérogatives du Conseil de la magistrature, limiter les pouvoirs des magistrats, aussi bien dans l'instruction des dossiers que dans leur indépendance, qui est consacré par la Constitution. Les gens n'en reviennent pas, ont l'impression que les partenaires du cash qui se retrouvent dans les FCC n'ont de cesse de multiplier des pots de banane, des crocs en jambes, pour créer la polémique, une polémique contre-productive, mais aussi ça pose un problème justement de la coexistence, de cette confiance qui est de plus en plus minée dans cette coalition FCC-Cash. Il faut dire que ces projets de loi en eux-mêmes portent des germes de conflits, dans la mesure où on constate qu'il y a des dessous des cartes, et surtout lorsque on se rend compte que pour des gens qui sont pas mal avisés, que ce n'est pas seulement les magistrats qui sont visés, mais aussi ça a tout l'air que l'objectif, c'est de pouvoir contrôler
également la Cour constitutionnelle par des jeux de nomination des conseillers de cette Cour. Voyez-vous, il y a des quotas, des nominations, le président en a le sien, le Parlement, mais aussi le Conseil de magistrature. Donc si aujourd'hui, comme le prévoit le fameux projet de loi, le ministre intègre le Conseil de magistrature, il aura sûrement un mot à dire, et donc un pouvoir exorbitant qui l'amènerait à peser de tout son poids dans les choix de ces conseillers de la Cour constitutionnelle, mais aussi du Parlement, parce que vous savez que le Parlement, de manière factice, est contrôlé par les gens de FCC. Et donc, quand on parle du contrôle de la Cour constitutionnelle, on voit tout de suite l'ombre de la CNI. Les moments venus, certainement, on risque d'avoir un contrôle de cette même CNI lorsque la Cour constitutionnelle va sûrement s'attarder sur des litiges qui découleraient des élections, on va dire, présidentielles, par exemple. Donc, il faudrait que l'opinion fasse très attention et elle n'est pas dupe, cette opinion, quant à ces tentatives qui sont, à mon avis, entre guillemets, démocraticides. Et donc, il faut qu'on y veille. Et je pense qu'il faudrait maintenant qu'au niveau de cette coalition où existe évidemment une table de concertation destinée à débattre des problèmes qui pourraient surgir ça et là entre les deux camps politiques. Il faudrait que donc sur cette table de négociation, il faudrait que les gens discutent, échangent, et puis ça m'a tout l'air, et c'est l'impression qui se dégage de l'opinion que cette table n'a jamais fonctionné, du moins c'est ce qu'on pourrait dire quand on constate le comportement, l'attitude des partenaires en face qui, de façon répétitive, ont tendance à s'activer de manière surprenante avec des crises qui, aujourd'hui mettent à mal l'existence même de cette coalition. Mais jusqu'à présent, c'est une proposition, un projet également de loi, mais il y a encore des étapes à respecter, notamment l'institution président de la République. D'où le président de la République a un mot important également à dire, et le point de vue de la Cour constitutionnelle pour attester la constitutionnalité de ces projets. Qu'est-ce qui dérange à ces stades? Entre une question parlementaire, mais ça tire déjà la foudre. Qu'est-ce qui dérange? Voilà, on parle ici d'une coalition. Une coalition politique où prime sur les questions parlementaires. deux camps ont choisi de cheminer ensemble malgré leur divergence philosophique et politique. Mais en même temps, on s'est dit, lorsqu'on a choisi de cheminer ensemble, c'est-à-dire que la vision est partagée malgré tout, et que quand il y a des projets communs, les gens se mettent ensemble, discutent, échangent et trouvent des voies et moyens pour aller de l'avant. Et c'est ce que j'étais en train d'aborder il y a quelques instants. Mais lorsque vous regardez différentes sorties politiques qui ont conduit à des crises politiques
depuis l'avènement de son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi au pouvoir, eh bien, ça a tout l'air que cette table autour de laquelle les deux camps devraient s'asseoir pour discuter de ces choses-là ne fonctionne pas. Et donc, on assiste à de sortes d'effets de surprise et des comportements, on va dire, provocateurs qui font qu'aujourd'hui, ça énerve la rue, ça énerve la population, sauf, bien entendu, ceux qui sont les auteurs de ces polémiques, on va dire, contre-productives, qui plutôt portent des germes de conflit. C'est vrai que ce sont des questions, des projets qui vont être discutés au niveau du Parlement, mais j'ai entendu l'un des auteurs de ces projets de loi s'exprimer sur une radio locale et qui affirmait, pince sans rire, que ces projets vont passer. Et donc, on estime que nos partenaires des FCC, fort de la majorité factice dont ils disposent au niveau du Parlement, comptent faire un forcing. Bon, ça ne va sûrement pas être un forcing parce qu'ils s'estiment être majoritaires et donc ils comptent sur un certain nombre de subterfuges pour pouvoir faire passer ces projets de loi. Mais en même temps, on se dit que dans une coalition, c'est un comportement qui n'est pas acceptable. Ça s'apparente ni plus ni moins à une trahison dans la mesure où, bon voilà, un partenaire doit être associé à un projet et dans la mesure où il a déjà accepté voilà, de s'inscrire dans une vision et qui est celle du chef de l'État. Donc aujourd'hui, tous les ingrédients nous amènent à croire que en dépit du fait qu'on parle d'un côté de la coalition, mais de l'autre, on a en pratique voilà, l'impression de voir des gens faire cavalier seul. Alors, autre question, parlons de récentes nominations de mandataires par le président de la République. Est-ce un fait des coalitions ou soit une continuité, alors que la population attendait le président de la République, l'actuel président de la République, au rajeunissement de la classe politique ou soit de l'administration de l'État? Oh non, je ne partage pas forcément votre façon de voir les choses, dans la mesure où, oui, c'est vrai, on a vu 2, 3 têtes de personnalités qu'on a toujours vues, qui reviennent encore sur la scène politique, mais en général, lorsqu'on regarde les récentes nominations, ce sont des nouvelles têtes qui sont arrivées à la tête des entreprises. Et la preuve, aujourd'hui, nous assistons une fois de plus à des crocs en jambes de la part de nos amis des FCC, dont le ministre qui est en charge, le portefeuille, voilà, essaie de bloquer justement l'exécution des ordonnances qui ont été publiées au sujet des nouveaux mandataires. Et donc, une preuve de plus que, voilà, aujourd'hui, le chef de l'État a ce souci de renouveler, voilà, cet environnement et veut voir de nouvelles têtes au niveau des mandataires dans les entreprises publiques, et ça a toujours été son souhait, et d'ailleurs il l'avait dit. C'est vrai que maintenant il y a des jeux politiques qui rentrent en ligne de compte, justement dans le cadre de cette coalition dont on parle, et donc il va falloir que, voilà, d'un côté comme de l'autre, des choses se négocient
Et moi, je reste convaincu que le chef de l'État veut absolument qu'il y ait des changements, que l'on retrouve à la tête de ces entreprises de l'État, des nouvelles têtes qui soient choisies non pas parce qu'ils appartiennent à des familles politiques, mais grâce à leurs compétences, grâce à leur expérience. Donc voilà, c'est ça ce que pense le chef de l'État. Bon, maintenant, il faut compter avec voilà, cette coalition et essayer voilà, de rester ouvert. Ce sont des accords politiques. Bon, maintenant, le chef de l'État est souverain, donc il peut, à sa discrétion, voilà, accepter ou ne pas accepter l'une ou l'autre proposition concernant tel ou tel autre mandataire dans les entreprises publiques de l'État. Et malheureusement, l'impression que ça donne quand on voit des têtes qui ne plaisent peut-être pas, mais cela étant dit, voilà, c'est le choix des partenaires politiques qui ont voulu que ces personnes-là reviennent. Mais sachez, je voudrais le dire à l'intention de la population, peut-être que les gens parfois sont dans la confusion. Dans une entreprise publique, il y a un exécutif, mais il y a aussi un conseil d'administration. Voilà, il y a des administrateurs qui sont tout à fait passifs et ceux qui sont actifs, comme les directeurs généraux, etc. Et donc, les personnes qui ont été, voilà, qui aujourd'hui ne créent pas l'unanimité, on va dire, au niveau de la population, n'ont pas des mandats comme tels actifs. Donc il y a une différence à faire à ce niveau-là et c'est très important. Alors, autre chose, c'est la gestion ou encore la création de plusieurs structures autour de cette pandémie à coronavirus à la présidence de la République. Pourquoi multiplier de structures alors qu'il y a un fait de renforcement des capacités pour pallier à ces grands soucis? Je ne dirais pas qu'il y a multiplication de structures dans le cadre de la riposte contre la pandémie Covid-19. Si ma mémoire est bonne, il y a la coordination qui est animée par le professeur Muyembe. Il y a la task force qui est en fait une structure qui a été mise en place par le chef de l'État et constituée essentiellement de ses proches collaborateurs, dont le Dr Roger Kamba et le Dr Benbola, qui sont respectivement conseiller spécial chargé de la couverture maladie universelle et conseiller principal santé et bien-être. Donc ajouter à eux donc un certain nombre des conseillers spéciaux, plutôt des conseillers principaux et d'autres collaborateurs dans les cabinets du chef de l'État. Et donc il y a la task force, il y a la coordination qui est animée par le Dr Muyembe, il y a le ministère de la Santé, donc qui fait partie de la coordination. Il y a le secrétariat de la riposte qui est rattaché à la coordination. Et donc, il n'y a pas une multitude. Donc, toutes ces structures, en fait, concourent, n'est-ce pas, à la bonne coordination, je vais dire ça, comme ça, de la riposte contre la pandémie. Et donc, chacun a un rôle bien défini. Et c'est vrai que dans une telle coordination, il y a des choses qui devraient se mettre en place tranquillement pour créer une harmonie, pour qu'il y ait des impacts directs sur cette riposte, sur la prise en charge des malades, sur la sensibilisation, sur la conscientisation de la population. Et donc, c'est vrai qu'il y a encore quelques difficultés à ce niveau-là, mais je pense que
La RDC ne fait pas exception. Cette pandémie en a fait voir de toutes les couleurs, même dans les pays développés qui ont eu du mal à partir avec la maladie. Et au fur et à mesure que les gens ont compris comment les virus fonctionnaient et comment est-ce qu'on pouvait mettre en place des protocoles, un processus pour prendre des malades voilà, déterminer la meilleure thérapeutique pour guérir ces malades, eh bien, les choses se sont arrangées. La RDC est sur cette voie-là. On compte sur l'expertise des uns et des autres, les compétences des uns et des autres, et notamment comment dirais-je, la contribution de chercheurs d'ici et ceux qui sont venus nous rejoindre après, donc pour pouvoir vaincre cette maladie, la COVID-19. Prorogation après prorogation, nous tendons vers une phase de rupture des stocks parce que nous sommes dans une période d'état d'urgence où nos frontières sont hermétiquement fermées. Comment le président de la République entrevoit l'avenir? Vous avez sûrement appris que la semaine dernière, le chef de l'État a procédé personnellement au lancement d'un programme qui est lié à mettre en place des mécanismes pour minimiser les impacts négatifs. Ça s'est passé à l'hôtel Pullman, la semaine dernière. Et vous comprendrez que cela relève d'un souci, n'est-ce pas, de prévoir l'après-Covid. Vous vous rendrez compte que cette maladie qui frappe la planète tout entière, à quelques exceptions près, a eu des impacts plus que négatifs sur les économies. Et donc, quand on parle d'économie, on parle de la production, on parle entreprise, on parle emploi. Et donc, c'est tous ces impacts négatifs relatifs donc à la pandémie qui ont été analysés. Et je vous dirais que dans les cas de la RDC, donc il y a la task force présidentielle qui a été mise à contribution, il y a le ministère du Plan qui a été mis à contribution. Ensemble, ils ont produit ce plan-là pour pouvoir, n'est-ce pas, prévoir l'après-Covid-19, pouvoir aider des entreprises, les PME. Vous verrez en vous promenant aujourd'hui dans Gombe, qui est depuis confiné, que toutes les activités commerciales, industrielles sont paralysées quasiment. Et donc, il va falloir penser à aider tous ces opérateurs économiques avec, en mettant des mécanismes en place qui pourraient justement diminuer les impacts subis par leurs entreprises respectives. Donc, le chef de l'État a à cœur, justement, l'après-Covid, a à cœur de soutenir les PME, a à cœur, donc, la reprise des activités commerciales et économiques. Et c'est la raison pour laquelle ce programme-là a été lancé, et donc pour pouvoir aider à relancer l'économie. Là, vous parlez de l'après-Covid, bien sûr. Je rappelle d'ailleurs aux téléspectateurs qui nous suivent sur Congo Web Télévision et Info D143 que nous parlons ou nous entretenons avec le directeur de la communication du président de la République, M. Jean-Pierre Wafana. Vous parlez de l'après-Covid, mais pendant Covid, c'est aussi le grand souci, un fait socialement significatif. Est-ce que le social, le président de la République pense quelque chose sur le social de la population pour alléger également une tâche? Parce qu'aujourd'hui, déjà un fait également, il faut en parler, facture qui revient aujourd'hui plus cher plutôt qu'avant. Non, quand vous parlez des actions
qui ont été entreprises là et maintenant. Je pense qu'au tout début, quand il y a eu la proclamation de l'état d'urgence, il y a eu quelques mesures d'accompagnement, dont notamment l'allègement des factures au niveau de l'électricité, au niveau de la régie des eaux, notamment. Il y a les gens qui ont bénéficié de la gratuité pendant 2 mois pour l'électricité. La même chose pour la régie des eaux. Aujourd'hui, il y a ces initiatives qui ont été menées pour pouvoir alléger également les coûts du panier de la ménagère. Vous aurez remarqué que on avait mis en place un dispositif pour des livraisons des biens de première nécessité et dans certains marchés de la capitale où les gens sont allés s'approvisionner à moitié prix, donc par rapport au prix sur les marchés généralement. Et donc, ce sont des initiatives comme ça qui ont été pensées pour pouvoir alléger justement ce poids dû, n'est-ce pas, à la rareté des biens à cause de la pandémie de la Covid-19. Évidemment, on ne s'arrête pas là. Et donc, entre-temps et parallèlement, il y a ces plans auxquels j'ai fait allusion tout à l'heure pour justement essayer de voir ce qui pourrait être fait d'une manière globale et particulièrement en ce qui concerne les activités des commerçants qui ont été interrompus pendant quand même plus d'1 mois. Il y a eu des entreprises, des PME qui ont été complètement à l'arrêt. Et donc, il faut penser d'une manière globale à pouvoir les aider, les relever, afin que, bon, voilà, ces impacts-là soient encore moins que ce que les gens vivent présentement. Parce que si aujourd'hui, on ne pense pas à aider les PME, les commerces qui ont été complètement paralysés, l'après-Covid sera beaucoup plus difficile que ce que nous vivons présentement. Et c'est la raison pour laquelle, justement, on a pensé un peu plus grand, un peu plus global, pour que, justement, atténuer les impacts négatifs de la Covid. Merci, M. Jean-Pierre Ouafouana. Je rappelle que vous êtes les directeurs de la communication du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le 5e président démocratiquement élu en République démocratique du Congo. Ça n'est fini pour cette édition. Merci de l'avoir suivi, mesdames et messieurs, sur Congo Web Télévision, sur Info 243. Mesdames et messieurs, on se retrouve trop prochainement pour une prochaine édition. Merci à Eliezer, bébé de la presse, pour la presse des vies. Au revoir.